accrochez-vous, parce que ce qui vient de tomber, ce ne sont pas seulement des sanctions, c'est un message, un symbole, et pour beaucoup, une humiliation. La CAF a rendu son verdict sur la finale explosive entre le Maroc et le Sénégal lors de la CAN 2025. Des jours de rumeurs, des chiffres fous lancés sur les réseaux, 20 millions de dollars, 7 ans de suspension, des exclusions massives. Et au final, la montagne a accouché d'une souris. Mais derrière cette souris, il y a une réalité beaucoup plus lourde. Parce que cette finale, le Maroc ne l'a pas seulement perdue sur le terrain, il l'a perdue dans les coulisses, dans les médias, sur les réseaux, dans l'image. Et c'est peut-être ça la vraie défaite. Avant l'émotion, avant l'opinion, il faut revenir à la base. Les décisions. Pape Thiaw. L'entraîneur qui, en pleine finale continentale, a demandé à ses joueurs de quitter le terrain pendant près de 20 minutes. Un geste rarissime, un geste qui ne relève pas de la simple contestation, mais d'un acte qui touche directement au cœur du jeu, sa continuité, son autorité, sa crédibilité. Pendant plusieurs jours, les spéculations ont flambé. On parlait de sanctions historiques, d'exemples à marquer au fer rouge. Certains évoquaient des années de suspension. Le verdict est tombé. 5 matchs de suspension et uniquement dans les compétitions organisées par la CAF. À première vue, cela peut sembler une sanction, mais dès qu'on la replace dans le contexte, une finale de Coupe d'Afrique, un arrêt volontaire du jeu, une pression publique exercée sur l'arbitrage, une question s'impose. Le signal envoyé est-il à la hauteur de l'acte? Parce qu'au-delà de l'homme, c'est le précédent qui compte. Un entraîneur, lors du match le plus important du continent, peut interrompre une rencontre pendant de longues minutes et la sanction reste limitée dans le temps et dans l'espace. Pour les éducateurs, pour les jeunes entraîneurs, pour les générations qui regardent, le message est ambigu. Autour de ce dossier central, d'autres décisions sont venues compléter le tableau. Ismaël Assar, 2 matchs pour comportement antisportif envers l'arbitre. Ismaïl Sabar, 3 matchs et 100 000 $ d'amende. Achraf Hakimi, 2 matchs, dont un avec sursis pendant 1 an. Sur le papier, les fautes sont reconnues, les gestes sont punis. La commission ne ferme pas les yeux. Mais lorsque l'on met bout à bout l'ensemble de ces sanctions, une tendance claire apparaît. La réponse est surtout financière. Des centaines de milliers de dollars d'amende, des montants lourds, symboliquement forts. Mais sportivement, les suspensions restent mesurées, parfois temporaires, parfois aménagées. Et c'est là que se situe le cœur du débat. La commission de discipline avait 2 leviers. Le levier sportif, suspension longue, exclusion forte, impact direct sur la compétition. Le levier financier, amende, pénalités économiques. Elle a clairement privilégié le second. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une amende, aussi élevée soit-elle, n'a pas le même poids qu'une absence prolongée sur le terrain. L'argent sanctionne une institution. Une suspension lourde sanctionne le comportement et change concrètement la suite sportive. Ici, le message ressemble à ceci. Les actes sont condamnés, mais on évite de déséquilibrer profondément les équipes sur la durée. C'est un choix politique autant que disciplinaire, un choix qui cherche l'équilibre, mais qui laisse une impression d'inachevé. Le football africain est en pleine croissance. Plus d'exposition, plus d'enjeux, plus de regards venus de l'extérieur. Chaque grande décision devient un précédent. Or, une finale continentale n'est pas un match comme les autres. C'est une vitrine, un modèle, un message envoyé à tout un continent. Quand un événement exceptionnel se produit dans ce cadre, sortie du terrain, tension majeure, geste d'énervement, la sanction ne punit pas seulement un individu, elle écrit une règle non écrite pour l'avenir. Et aujourd'hui, beaucoup se demandent, a-t-on frappé assez fort pour protéger l'autorité du jeu ? Soyons lucides, la commission ne pouvait pas ignorer les faits. Elle a sanctionné, elle a reconnu des fautes, elle a posé des limites, mais elle a aussi visiblement cherché à éviter un séisme. Résultat, une décision juridiquement construite, politiquement prudente, mais sportivement jugée légère par une partie de l'opinion. Et c'est là toute la complexité de ce verdict. Il ne déclenche pas de scandale majeur, mais il ne referme pas non plus complètement la blessure. Au fond, ces sanctions racontent une chose. Le football moderne ne se juge plus seulement en termes de justice sportive pure. Il se gère aussi en termes d'équilibre, d'image, de stabilité. Et parfois, cet équilibre laisse un goût amer à ceux qui attendaient un signal fort. Parce qu'en réalité, cette histoire ne s'arrête pas aux lignes blanches d'un terrain. Cette finale n'a pas seulement été un choc de sélection. Elle a été le théâtre d'un affrontement beaucoup plus discret, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus moderne. Une guerre sans ballon, une guerre sans crampons, une guerre d'image. Et sur ce terrain-là, il faut avoir le courage de le dire.
le Maroc a été dépassé. Bien avant le coup d'envoi, quelque chose flottait déjà dans l'air. Une atmosphère, une suspicion diffuse, des phrases lâchées ici, reprises là, des débats télévisés où les questions étaient posées dans un seul sens, des plateaux où certains récits revenaient encore et encore, jusqu'à devenir des vérités pour une partie du public. Ce n'était pas frontal, ce n'était pas une accusation officielle, c'était plus subtil que ça, des insinuations, des doutes suggérés, des on se pose des questions, des certains estiment que, et à force de répétition, un cadre s'est installé, un narratif. Dans le football moderne, surtout à l'échelle internationale, le narratif précède souvent le match. Il façonne la manière dont chaque action sera interprétée. Il influence la perception d'un arbitrage, d'un incident, d'un geste d'humeur. Quand le récit est déjà écrit, le terrain ne fait parfois que l'illustrer. Pendant que ce récit prenait forme sur certains médias étrangers, sur des plateaux influents, sur les réseaux sociaux, la réponse marocaine, elle, était dispersée, individuelle, non coordonnée. Quelques voix, quelques tentatives, mais pas une stratégie globale, pas une défense médiatique structurée à la hauteur de l'enjeu. Et dans un monde où l'image voyage plus vite que le ballon, le silence ou la désorganisation se paie un peu cher. Aujourd'hui, le football ne se gagne plus seulement avec une tactique et un 11 titulaire. Il se joue aussi dans 3 arènes invisibles, l'opinion publique, celle qui crée la pression, qui nourrit les débats, qui influence l'environnement autour d'une compétition, la sphère médiatique, celle qui choisit quels faits mettre en avant, quels angles privilégier, quels mots employer, la perception internationale, celle qui façonne la réputation d'un pays, d'une fédération, d'une organisation. Et sur ces terrains-là, certains sont devenus redoutablement efficaces. Ils anticipent, ils communiquent, ils occupent l'espace, ils imposent leur version avant même que l'autre ne réagisse. Cette finale l'a montré cruellement. On peut être fort sportivement, on peut avoir des infrastructures, on peut avoir des talents. Mais si on laisse le récit aux autres, on finit par jouer un match dont les règles ont déjà été écrites ailleurs. Et parfois, quand le verdict tombe, il ne sanctionne pas seulement des faits de jeu. Il reflète aussi le climat qui s'est installé autour d'eux. Voilà la nouvelle réalité du football africain. Un football où le coup d'envoi se donne aussi dans les studios, sur les timelines et dans les coulisses de l'image. Essayons un instant de changer de perspective. Sortons du rôle du supporter. Sortons de l'émotion. Mettons-nous à la place de l'instance qui devait trancher. La CAF ne se retrouvait pas face à un simple dossier disciplinaire. Elle était assise sur une poudrière. D'un côté, une rumeur persistante, répétée sur certains plateaux, amplifiée sur les réseaux, l'idée que le Maroc aurait une influence importante dans les sphères du football africain. Une perception, qu'elle soit fondée ou non, qui circulait déjà bien avant cette finale. De l'autre côté, une crise médiatique qui prenait de l'ampleur à chaque heure, des images virales, des débats enflammés, des séquences tournant en boucle, un climat émotionnel où chaque décision risquait d'être interprétée non comme un acte de justice, mais comme un positionnement politique. Dans ce contexte, la commission de discipline n'était plus seulement face à des faits de jeu, elle était face à une équation de stabilité. Que se passe-t-il si elle frappe très fort ? Elle risque d'alimenter le discours de ceux qui crient à l'influence. Elle risque d'être accusée de parti pris. Elle risque d'embraser encore plus les opinions publiques. Et que se passe-t-il si elle ne sanctionne pas ? Elle perd toute crédibilité sportive. Elle envoie un signal d'impunité. Elle fragilise l'autorité du règlement. La CAF était donc coincée entre 2 dangers, le soupçon d'injustice et le risque de faiblesse. Alors elle a choisi la 3e voie, pas la plus spectaculaire, pas la plus tranchée, mais la plus gérable. Une ligne médiane, un équilibre politique plus qu'un coup de marteau disciplinaire. Elle sanctionne pour montrer que les actes ont des conséquences. Mais elle évite les décisions qui auraient créé un tremblement de terre sportif. Des suspensions, oui. Des amendes lourdes, oui. Mais pas de sanctions qui bouleversent durablement l'équilibre des forces. C'est une gestion de crise plus qu'un jugement symbolique. Dans le fond, ce verdict ressemble à une opération de maintien de l'ordre institutionnel. On calme, on répartit les responsabilités, on évite de désigner un camp comme grand coupable, on ferme le dossier sans déclencher une guerre ouverte. Mais ce type de décision a un prix, parce que dans le sport, surtout lors d'une finale continentale, le public attend souvent un message clair. Une ligne nette entre l'acceptable et l'inacceptable. Ici, la ligne existe, mais elle est fine, trop fine pour certains. Résultat,
Ceux qui demandaient une sanction exemplaire parlent de faiblesse. Ceux qui craignaient un verdict lourd restent méfiants. Les supporters des deux camps se sentent lésés. Et l'instance, elle, a évité l'explosion sans éteindre totalement l'incendie. C'est le paradoxe des grandes décisions dans le football moderne. On peut chercher l'équilibre et finir avec une impression générale d'inachevé. La CAF a protégé la stabilité, mais elle a laissé derrière elle une question qui continue de planer. À force de vouloir ne fâcher personne, n'a-t-on pas affaibli la force du signal sportif? Mais au-delà des suspensions, des amendes et des débats du moment, ce verdict met en lumière quelque chose de bien plus profond que le simple résultat d'une commission de discipline. Il agit comme un révélateur, un miroir tendu au football moderne. Le Maroc, sportivement, n'est pas en retard, loin de là. Il possède une sélection compétitive, respectée, capable de rivaliser avec les meilleures nations. Il aligne des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens, habitués aux exigences du très haut niveau. Il dispose d'infrastructures, d'un centre de formation reconnu, d'une organisation technique structurée. Sur le terrain, le Maroc parle le langage du football moderne. Mais aujourd'hui, le football ne se limite plus à ce rectangle vert. Autour du jeu gravite un écosystème devenu presque aussi déterminant que la performance sportive elle-même. Les médias, la gestion de l'image, la communication de crise, l'influence narrative. Et c'est là que l'écart apparaît. Pendant que certains se concentraient sur la préparation tactique, la récupération physique, les choix sportifs, d'autres travaillaient sur un autre terrain, plus silencieux mais tout aussi stratégique. Ils préparaient le contexte. Ils occupaient l'espace médiatique. Ils installaient des idées, des angles, des perceptions. Autrement dit, ils préparaient le récit du match avant même que le match ne commence. Or, dans le football de 2025, le récit n'est plus un simple commentaire après coup. Il influence la manière dont un arbitre est jugé, il influence la façon dont une polémique est interprétée, il façonne la perception des institutions, il crée une pression diffuse autour des décisions. Le score reste décisif. Mais le récit, lui, peut peser presque aussi lourd, parce qu'un match se joue en 90 minutes. Un narratif, lui, peut s'installer pendant des semaines. Ce que cette affaire montre, c'est que la puissance d'une nation de football ne se mesure plus uniquement à ses résultats ou à la valeur de ses joueurs. Elle se mesure aussi à sa capacité à expliquer, réagir vite, maîtriser son image, occuper l'espace médiatique, contrer un discours avant qu'il ne devienne dominant. Ce sont des compétences nouvelles, mais devenues essentielles. Ce verdict n'est donc pas seulement une décision disciplinaire, c'est une leçon dure, frustrante, mais révélatrice. Le Maroc a le niveau sur le terrain. Le défi maintenant est ailleurs. Être aussi fort dans la gestion de l'image que dans la gestion du ballon. Parce qu'aujourd'hui, dans le football international, on ne gagne pas seulement des matchs, on gagne aussi des perceptions. Honnêtement, pour ceux qui observent ce football depuis longtemps, le suspense était en partie artificiel. Les rumeurs faisaient du bruit, les scénarios extrêmes circulaient, mais la réalité institutionnelle racontait autre chose. Le titre attribué sur tapis vert, c'était une hypothèse plus théorique que crédible. Une exclusion massive, des sanctions historiques, un verdict qui bouleverse totalement l'issue d'une finale continentale. Dans l'absolu, les règlements le permettent, parfois. Dans la réalité politique du football africain, c'était hautement improbable. Pourquoi ? Parce qu'une décision de cette ampleur ne touche pas seulement deux équipes. Elle secoue une confédération entière. Elle crée des tensions diplomatiques, des fractures entre fédérations, des accusations, des soupçons, des prises de position publiques. Or, le contexte était déjà inflammable, la pression médiatique montait, les opinions publiques étaient polarisées, chaque camp se sentait lésé avant même le verdict. Dans ce climat, rendre une décision radicale aurait été comme jeter une étincelle sur un baril de poudre. La CAF se retrouvait face à une mission implicite, sanctionner sans provoquer d'explosion. Protéger l'autorité du règlement, tout en préservant l'équilibre politique du continent footballistique. C'est une ligne étroite, très étroite. Et dans ce type de situation, les instances choisissent rarement la solution la plus spectaculaire. Elles choisissent celle qui maintient le système debout, même si elle frustre une partie du public. Alors oui, pour beaucoup d'observateurs avertis, l'issue était déjà écrite. Pas de renversement historique, pas de décision qui change le vainqueur, pas de séisme,
parce que cette finale ne se jouait plus seulement sur un plan sportif ou juridique. Elle se jouait dans un équilibre fragile entre justice, image et stabilité continentale. Et dans ce genre d'équation, la prudence institutionnelle l'emporte presque toujours sur le choc symbolique. La colère est réelle, l'amertume aussi. Elle ne disparaît pas avec un communiqué, ni avec un verdict, ni avec le temps immédiat. Parce que le football touche à l'émotion, à la fierté, à l'identité. Et quand on a le sentiment d'une injustice, même relative, même nuancée, elle laisse une trace. Mais le football, lui, n'attend personne. Les calendriers tournent, les compétitions s'enchaînent, la Coupe du Monde approche, les joueurs repartent dans leur club, retrouvent leur championnat, leurs objectifs, leur carrière. Le jeu continue, toujours. Et dans ce tourbillon permanent, il y a une vérité simple que le haut niveau rappelle sans cesse. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas un discours, ce n'est pas un dossier, ce n'est pas une conférence de presse, c'est un trophée soulevé sur le terrain, un parcours irréprochable, une victoire claire, nette, indiscutable, sans polémique, sans tension hors cadre, sans chaos autour. Parce que dans le sport, la légitimité la plus puissante reste celle qui ne laisse aucune place au doute. Cette CAN, quoi qu'on en dise, laissera une empreinte. Pas uniquement pour son vainqueur, pas uniquement pour ses buts ou ses héros, mais pour ce qu'elle a mis à nu, la montée en puissance du football africain et en même temps ses fragilités structurelles, médiatiques, institutionnelles. Elle a montré un continent passionné, talentueux, ambitieux, mais aussi un environnement où l'image, la pression, le récit pèsent désormais presque autant que le jeu lui-même. Le coup de sifflet final a retenti, les sanctions sont tombées, les classements sont figés, le match, lui, est terminé. Mais le débat sur la gouvernance, sur la communication, sur l'évolution du football africain ne fait que commencer. Et c'est peut-être là que se jouera la prochaine grande victoire.